Depuis 1 an et demi, 2 fois par semaine, Benoît et son mari se rendent au cimetière sur la tombe de sa mère Anne-Marie. Je voudrais y venir avec beaucoup de sérénité en fait. Je me dis un jour je vais venir, je vais m'asseoir avec elle et je vais dire bon bah ça y est maman, c'est fini quoi. Si Benoît n'est pas sereine, c'est parce qu'elle est persuadée que sa mère a été tuée pour une question d'héritage. C'est un crime crapuleux. Est-ce que vous voulez que je vous dise oui, malheureusement si elle est là c'est une question d'argent. Son but est gravé en lettres d'or sur la tombe de sa mère, lui rendre justice. Tout a commencé dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, dans cette maison cossue de Grandchamp, en Bretagne. Eugène Lecouviour, 90 ans, et sa seconde femme Anne-Marie, 75 ans, dorment dans leur lit. Vers 1h du matin, 2 individus pénètrent par effraction dans la maison et se dirigent directement, à l'étage, vers la chambre. Les époux sont ligotés et bâillonnés. Les malfrats sont à la recherche d'un coffre qu'ils ne trouveront pas. Ils volent quelques bijoux et repartent. Eugène parvient à se libérer. Il appelle les secours. Quand les gendarmes arrivent, sa femme est morte. Semble-t-il asphyxiée par son bâillon. Alors, est-ce vraiment un cambriolage qui a mal tourné? Car les enquêteurs envisagent aussi une autre hypothèse. Anne-Marie Lecouviour aurait pu être victime d'un assassinat commandité par un membre de sa propre famille. Dans la région, tout le monde connaît les Lecouviour. Pendant 30 ans, Eugène a été le maire de Pluvigné, une petite ville de la campagne bretonne. Mais surtout, il a fait fortune en créant cette entreprise de fabrication de lits d'hôpitaux. Pendant des années, il a été le principal employeur de la région. Eugène est le patriarche. Il a 3 enfants d'un premier mariage. En 1975, il rencontre Anne-Marie, l'épouse d'un restaurateur. Elle a aussi 3 enfants, dont Benoît, celle qui se rend régulièrement sur sa tombe. Ils divorcent chacun de leur côté et se marient en 1983, sous le régime de la communauté de biens. Ce qui veut dire que si Eugène venait à mourir en premier, Anne-Marie aurait droit à une grande partie de sa fortune. Et c'est ce qui va poser problème. Car depuis le début, les enfants de l'un et de l'autre ne s'entendent pas très bien. Benoît, la fille d'Anne-Marie, n'en fait pas mystère. On n'a pas la même manière de vivre, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est plutôt copains avec un plat de pâtes et puis... On a une vie simple. Mais je critique pas, je pense que chacun vit à sa manière. Mais tout ça pour vous dire qu'on n'avait pas les mêmes manières de vivre et qu'en aucun cas, on pouvait se retrouver, ni moi avec Josiane Lecouviour ou avec Catherine Lecouviour, pour aller faire les boutiques et des choses comme ça. D'ailleurs, je pense qu'on n'avait pas le même train de vie, moi. Ce qui va envenimer les choses, c'est la vente de l'entreprise familiale il y a 20 ans. Un groupe américain la rachète pour 60 millions d'euros. Les fils du patriarche, Philippe et Jean-Jacques, deviennent très riches. Ils ont fait toute leur carrière dans l'entreprise. Sa vente leur rapporte plus de 12 millions d'euros chacun. Reste une dizaine de millions pour leur père et sa femme. Que deviendra cet argent à la mort d'Eugène? Les fils sont persuadés que la belle famille espère en hériter, mais pour eux, il en est hors de question. Les parents sont fondateurs quand même de l'entreprise. Quand je dis les parents, c'est notre père et notre mère. Je ne voyais pas pourquoi, si vous voulez, la famille de l'autre côté était intéressée par ce capital du travail de la famille. En juin 2006, ils décident d'aborder ce sujet délicat avec leur père. Notre question vers lui, c'était quelles dispositions il tenait à prendre pour le futur nous concernant. Il s'est fermé à la discussion. Ouais. Qu'est-ce que nous avions fait pour qu'on soit rejeté comme ça, à ce point-là? Pendant plus de 2 ans, leur père ne voudra plus leur parler. Derrière tout cela, ils imaginent la main de leur belle-mère, qu'ils soupçonnent de vouloir les spolier. C'est alors que la femme de Jean-Jacques, Josiane, entre en scène. Elle a entendu sa belle-mère parler de documents relatifs à l'héritage. Ces documents se trouveraient dans un coffre, dans la maison.
Ma femme s'était mise dans la tête de récupérer ses papiers. C'est pas plus compliqué que ça. Elle voulait apporter ça à Jean-Jacques, à nous. Ça allait redonner, si vous voulez, l'intérêt d'avoir une discussion avec notre père. Chose incroyable, cette femme alors âgée de 61 ans, et bien sous tout rapport, aurait demandé à son jardinier d'aller cambrioler la maison de ses beaux-parents. Il aurait recruté 2 hommes de main. Dans la maison, il existe bien une cache, un renfoncement derrière une étagère où pourraient être rangés des documents, mais les intrus ne vont pas la trouver, encore moins les papiers relatifs à l'héritage. En revanche, ils laissent derrière eux le cadavre d'Anne-Marie. 48 heures plus tard, un coup de théâtre va avoir lieu. Cet homme va dénoncer aux gendarmes un coupable potentiel. Il affirme qu'une de ses connaissances s'est vantée auprès de lui d'avoir assassiné Madame Lecouviure. Pour la première fois, Marc Guérard parle à visage découvert. Il a dit qu'il a fait le coup qu'il devait faire et puis qu'il avait rayé Madame Couviure. Point, c'est tout. Lui, il était allé là-bas pour ça, il n'était pas allé pour un cambriolage. Il devait faire passer ça pour un cambriolage. Selon lui, l'assassinat était prémédité et tout avait été préparé dans les moindres détails. Ils connaissaient l'intérieur de la maison parce qu'ils avaient eu les plans de la maison. Et en fait, ils sont arrivés, ils ont mis un grand coup de savate dans la porte. Madame Lecouviure est tombée sur le dos. Et la première chose qu'il a fait, c'est que il a bloqué ses bras en fait, sous ses genoux. Il s'est agenouillé sur les bras de la dame. Et il avait des bouts de chatterton qu'il avait préparés sur ses bras. Et tout de suite, dès qu'il lui avait bloqué les bras, il lui a scotché la bouche, le nez et les yeux. En clair, il l'aurait étouffé volontairement. Les malfaiteurs sont arrêtés et l'un d'eux passe aux aveux. Ils auraient été payés 10 000 € chacun pour tuer Anne-Marie Lecouviure. Un crime commandité, selon lui, par la belle-fille d'Eugène, Josiane. Et pour étayer la thèse de l'assassinat, les enquêteurs disposent d'autres éléments. D'abord, un détail attire leur attention. Le bâillon d'Anne-Marie est beaucoup plus serré que celui de son mari. Lors de sa déposition, Eugène déclare « Elle avait une masse de scotch tout autour de la tête. Tout son visage était obstrué. Comme elle était liée, elle ne pouvait pas respirer. » Autre élément troublant selon les enquêteurs, s'il s'agissait seulement d'un cambriolage, pourquoi l'avoir commis alors que les Lecouviure étaient chez eux ? 2 semaines avant, ils étaient dans le sud, dans leur résidence secondaire. Leur maison était vide. Ils pouvaient faire un cambriolage, même de jour, si besoin était. Même, sans prendre aucun risque et sans prendre aucun risque de blesser quelqu'un. Il n'y avait strictement aucun intérêt d'attendre qu'ils reviennent pour organiser ce cambriolage. Cet argument, les fils Lecouviure le balaient d'un revers de manche. Si vous allez faire un cambriolage et vous ne savez pas où est le coffre, à qui vous allez poser la question, s'il n'y a personne? Et en effet, Eugène a affirmé que les malfaiteurs lui avaient demandé où se trouvait son coffre. 3 jours après la mort de sa belle-mère, Josiane est arrêtée et placée en détention provisoire. Elle reconnaît avoir commandité un cambriolage, mais elle nie l'assassinat. Son mari, Jean-Jacques, est persuadé de son innocence. Pour lui, c'est un cauchemar. Aujourd'hui, ça fait 1 an, 6 mois et 15 jours. Pour être plus proche de la prison où se trouve sa femme, ce retraité a acheté un appartement à Rennes. Il a le droit de la voir 2 heures par jour. Ah, c'est mon quotidien, oui. Je fais ça tous les matins. Elle est quand même enfermée 22 heures sur 24. Donc, lui apporter une petite sortie de cette cellule de 9 mètres carrés, c'est quelque chose qui la tient et puis qui lui donne un peu de morale, quoi. Aujourd'hui encore, son épouse maintient qu'elle n'a commandité que le cambriolage, mais le juge l'a mise en examen pour complicité d'assassinat. Elle veut payer pour ce qu'elle a fait, ce qu'elle a voulu qu'il soit, c'est-à-dire ce cambriolage, mais elle ne veut pas payer pour un assassinat ou des choses comme ça, mais c'est impensable. Et il suffit de connaître un tant soit peu ma femme pour savoir que ça peut pas. Face au désarroi de Jean-Jacques, et parce qu'il trouve l'enquête trop à charge, son frère n'a pas hésité à faire appel il y a 5 mois à Roger-Marc Moreau, un détective privé. Il me dit que probablement, que selon lui,
une personne qui est accusée à tort d'avoir commandité un assassinat. Je lui réponds qu'effectivement, je suis prêt à examiner la situation et que je me forgerai à ce moment-là ma propre conviction. Sa conviction, c'est que Josiane n'a jamais demandé la mort de sa belle-mère. Il est à la recherche du moindre indice, comme chez Daniel Caverne, un ami d'Eugène Lecouviour, le patriarche. Eugène lui aurait confié peu de temps après la mort d'Anne-Marie un élément intéressant. Que vous a-t-il expliqué? Vous avez expliqué qu'il a entendu du bruit, vous m'avez dit? Il a entendu du bruit, à un moment donné, il s'est retrouvé devant les gars qui l'ont poussé. Et il est tombé sur le lit. Je lui dis, mais tu voyais Annette? Il me dit non, je la voyais pas. Mais j'entendais les gars, un des gars qui lui demandait si ça allait. Mais il entendait les hommes parler. Dites-moi exactement. Ça va madame, ça va madame. Et il avait l'impression donc qu'il s'était inquiété de son état. Non? Je pense il vous l'a répété? Qu'est-ce qu'il en déduisait? Qu'est-ce que vous en avez déduit, vous, à ce moment-là? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement... Qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer? Bon. Un témoignage parmi d'autres qui, selon le détective, innocenterait Josiane. Cela fragilise l'accusation, simplement. Cette instruction n'a été menée que depuis le début qu'à charge. On voulait absolument impliquer la responsabilité de Madame Josiane Lecouviour. C'est une affaire beaucoup plus croustillante, ça devenait une affaire médiatique, ça devenait une affaire intéressante pour les gendarmes, pour le juge d'instruction, pour le procureur. Tout le monde s'est jeté sur cette affaire, c'était l'affaire du siècle pour eux. Le vent est peut-être en train de tourner, car les malfaiteurs sont revenus sur leurs aveux. Josiane leur aurait bien commandité un cambriolage, mais pas un assassinat. Selon eux, s'ils ont dit le contraire dans un premier temps, c'est qu'ils pensaient atténuer leur responsabilité. Pourtant, Benoît en reste persuadé. Les enfants d'Eugène avaient intérêt à ce que sa mère, qui avait 15 ans de moins que son mari, disparaisse la première. Mon beau-père aurait dû mourir avant et elle après, donc il fallait inverser l'ordre naturel des choses et que ce soit ma mère qui décède avant pour qu'il puisse de nouveau s'accaparer, spolier, prendre l'héritage, quoi. Une chose est sûre, ces derniers mois, les fils Lecouviour se sont rapprochés de leur père et Eugène s'est éloigné des enfants d'Anne-Marie. De nombreuses questions restent en suspens. L'instruction est toujours en cours. L'année prochaine, un procès devrait déterminer l'implication ou non de Josiane dans la mort d'Anne-Marie. Si elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, elle risque la perpétuité.